Alors, une question qui s'est très rapidement aussi posée, aux différentes éthiques, c'était comment une bactérie est-elle capable de sentir d'une certaine manière une interface, une surface, comment c'est-elle qu'elle est en contact avec une surface. Et donc très rapidement ont été impliqués un certain nombre de systèmes, et entre autres les systèmes à deux composants, qu'on appelle également les TCS, pour, aboutir à une notion qui s'appelle le surface sensing. Et entre autres, cette notion est apparue dans les travaux de Thomas Silavi, qui travaille donc à Princeton. Thomas Silavi a pu mettre en évidence que un des systèmes, un des TCS d'Escherichia coli était très rapidement, surexprimé en mode biofilm. C'est les travaux que vous voyez ici sur la droite, qui ont pu mettre en évidence donc, une induction très rapide de la transcription du système CPX dès les premiers instants de l'adhésion d'Escherichia coli. C'est ce que vous voyez ici. Vous voyez ici, en mode planctonique, une expression basale du système CPX. Et les résultats extrêmement intéressants de Thomas Silavi, c'était une surexpression très rapide, une transcription très rapide du système, ici, dès que la bactérie a adhéré sur une surface. Quand je dis très rapide, ce qui est intéressant, c'est de voir ici, donc en abscisse, la légende, puisque ici, vous voyez, on est à 1 heure, ici 30 minutes, et donc on peut dire que dès les premières minutes d'adhésion, le système CPX et l'Escherichia coli est complètement mobilisé et surexprimé. Alors, ce système CPX est donc, comme je l'ai dit, un système à deux composants. Un système à deux composants, je l'ai ici schématisé, c'est un système qui va impliquer deux protéines. La première protéine est ce qu'on appelle un senseur kinase. C'est une protéine généralement de surface qui est capable d'autophosphorylation. Cette protéine, sous l'impulsion d'un signal, d'un stimulus, va donc s'autophosphoryler et puis ensuite transmettre cette phosphorylation à une deuxième protéine qu'on appelle le régulateur. Et c'est cette deuxième protéine de régulation qui ensuite, du fait de devenir phosphorylée, va passer d'un état, inactif à un état actif, et donc va être capable ensuite d'induire une cascade métabolique en réponse donc au stimulus. C'est ce que vous avez ici schématisé ici, c'est-à-dire que vous avez donc au départ le stimulus, la détection, l'autophosphorylation du senseur, le passage ensuite de cette phosphorylation à un domaine récepteur de la protéine de régulation, qui va devenir donc active et induire donc une cascade métabolique en réponse donc au stimulus qui avait été, capté par la protéine signal. On a donc ici le mécanisme d'adaptation de la bactérie et la réponse, de la bactérie à un stimulus extérieur. Alors on sait aujourd'hui qu'un grand nombre de systèmes à deux composants sont impliqués directement dans le fait de type la formation du biofilm. Et entre autres, vous en ai ici montré un certain nombre, chez Pseudomonas aeruginosa. On sait qu'un certain nombre de ces systèmes à deux composants ici sont impliqués entre autres dans la production d'un certain nombre d'alpha-10. Je vous ai dit que les alpha-10 étaient extrêmement importants dans l'adhésion bactérienne. Entre autres, donc le système le système donc PIL-S, PIL-R, impliqué dans la production des pili de type 4. On va également avoir le système ROC qui va être impliqué dans la production des fimbriers de type CUP également, CUP A, CUP D, CUP E, etc. On sait également qu'un certain nombre de systèmes à deux composants sont directement impliqués dans les infections chroniques et les infections aiguës. Et entre autres, c'est le cas ici à droite du système GAC, qu'on sait contrôler et qu'on sait être extrêmement important, dans le switch entre l'infection aiguë et l'infection chronique. Ce contrôle par ce système à deux composants passant entre autres par un certain nombre de petites ARN qui vont moduler ici l'expression de cet ARN RSMA, et c'est l'expression de ce petit ARN qui va faire en sorte que la bactérie va switcher soit vers la motilité et donc l'infection aiguë, soit effectivement vers la production d'exopolymères et donc automatiquement donc la production de biofilms. Un autre élément extrêmement important dans ce switch entre l'infection chronique et l'infection aiguë, c'est le diguanosine monophosphate, qu'on appelle plus généralement le CDGMP. Donc vous avez ici la structure, et on sait en fait que c'est, entre autres, la concentration de cette petite molécule qui va faire en sorte que la bactérie va switcher soit vers le mode infection aiguë, soit vers l'infection chronique. Donc c'est la concentration intracellulaire de ce CDGMP qui fait que si vous avez une accumulation de CDGMP, la bactérie va passer vers l'infection chronique et donc la formation du biofilm.
Si vous avez une diminution de l'IgMP intracellulaire, eh bien la bactérie va passer plutôt vers la mobilité, le swimming, le swarming, le twitching, et également va accumuler, donc va surproduire des facteurs de virulence. On sait aujourd'hui que cette concentration aussi d'IgMP est modulée par deux enzymes, deux activités enzymatiques. Une première d'entre elles qui est la diguanylate cyclase. Ce diguanylate cyclase correspond à un motif consensus au niveau de la séquence en acide aminé qui est GGDEF, et la dégradation de ces cyclines IgMP va induire une autre activité enzymatique qui s'appelle la phosphodiestérase, qui elle présente un motif consensus au niveau de la séquence en acide aminé qui est EAL. Et c'est donc l'expression de ces deux activités enzymatiques, phosphodiestérase, diguanylate cyclase, qui va moduler donc la concentration d'acide d'IgMP et qui va faire en sorte donc que la bactérie soit passe vers la virulence, la motilité, soit plutôt vers l'infection chronique, la formation du biofilm et la résistance. Autre information importante, c'est qu'on a pu mettre en évidence qu'un certain nombre de systèmes à deux composants, dont que je vous ai décrit tout à l'heure, possèdent ces activités, soit phosphodiestérase ou diguanylate cyclase. Vous en avez ici deux exemples, avec le système WSPR de Pseudomonas aeruginosa, qui possède une activité diguanylate cyclase, avec un motif GGDEF sur la protéine de régulation. Et puis un autre système à deux composants que le système ROC, que je vous avais déjà décrit, qui lui possède une activité phosphodiestérase au niveau de sa protéine de régulation. Et donc ces deux systèmes à deux composants, déjà par eux-mêmes, sont capables d'aller moduler la concentration cyclique d'IgM en réponse à un stimulus extérieur. On en arrive donc à ces deux modes de vie que j'ai schématisés ici. Un mode de vie nomade, que j'ai schématisé à gauche, le mode de vie planctonique qui correspond donc à un phénotype très mobile, généralement des bactéries qui vont être extrêmement virulentes, agressives, mais en fait extrêmement vulnérables également. Et vous aurez donc sur la droite cet autre mode, le mode de vie biofilm, avec des bactéries retranchées dans cette matrice d'exopolymères, extrêmement résistantes bien sûr aux agressions externes, mais beaucoup moins agressives, puis sous-exprimant les facteurs de virulence. Alors comment lutter contre ces biofilms? Très rapidement, eh bien, on peut agir à trois niveaux. Le premier niveau, c'est bien sûr prévenir la formation de ce biofilm par les bonnes pratiques. Le deuxième niveau, l'élaboration de matériaux antibiofilms. Pour cela, il y a actuellement deux stratégies. Soit limiter l'adhésion des bactéries en développement ce qu'on appelle des matériaux anti-adhésifs. On va jouer alors là sur la rugosité, l'énergie de surface. On va développer également des molécules greffer des molécules anti-adhésives comme extrêmement hydrophiles, comme les PEG par exemple. Ou l'autre stratégie, c'est de développer des surfaces dites biocides en greffant, en immobilisant de différentes matières, des inhibiteurs, des sels d'ammonium quaternaire, des sels d'argent, des antibiotiques, etc. Et en fait, enfin, le dernier niveau, eh bien, c'est directement la recherche de nouvelles molécules antibiophiles. Très rapidement, pour vous montrer, je dirais, l'importance de la prophylaxie, c'est une étude publiée en 1995 montrant l'impact, je dirais, du nettoyage des stéthoscopes chez les médecins en fonction du nombre de bactéries retrouvées sur les stéthoscopes. Eh bien, vous voyez de façon tout à fait naturelle que plus vous nettoyez votre stéthoscope, plus vous limitez l'adhésion bactérienne, avec ici une fréquence de nettoyage donc journalière, ici hebdomadaire, mensuelle, annuelle et jamais. Et vous voyez tout naturellement un lien, une corrélation entre le nettoyage du stéthoscope et la présence des micro-organismes sur celui-ci. Les surfaces adhésives, j'ai remis ici très rapidement les dogmes. Pour développer une surface anti-adhésive, eh bien, la surface doit être le plus libre possible. Les bactéries aiment énormément les infractuosités, toute la rugosité. Et donc, par définition, dès qu'on veut développer une surface antibiofilm, on va développer une surface le plus lisse possible. On va également développer des surfaces extrêmement hydrophiles, puisque les parois, la surface bactérienne étant généralement hydrophobe, eh bien, on va développer automatiquement donc des surfaces hydrophiles de façon à avoir un effet répulsif. Et puis également, le point isoélectrique d'une bactérie étant aux alentours de 2, on voit qu'à pH 7, la surface bactérienne est le plus généralement chargée négativement. Et donc, en conséquence, les surfaces qui sont chargées négativement sont également répulsives. Et on voit là donc les trois, je dirais, paramètres importants pour développer une surface anti-adhésive. Elle doit être le plus lisse possible, elle doit être hydrophile et elle doit être chargée majoritairement négativement.
Ici, pour vous montrer ici l'impact, ce sont des travaux qu'on a réalisés sur Rouen donc, au début des années 2000, où on avait simplement modifié des surfaces d'or et de silice par un polysaccharide extrêmement hydrophile qu'on appelle l'ulvane, qui est extrait de ce qu'on appelle la laitue de mer, qu'on va retrouver sur les plages bretonnes ici. Et on a pu mettre en évidence eh bien, que le fait de modifier un titane ou une silice ou de l'or par ce polysaccharide rendrait ces surfaces anti-adhésives. C'est ce que vous voyez ici à gauche avec le titane. Vous avez ici le titane témoin, non traité, et ici des titanes qui ont été rendus donc extrêmement hydrophiles parce qu'on a greffé dessus ce polysaccharide. Et vous voyez qu'effectivement, on limite fortement l'adhésion bactérienne. C'est ce qu'on voit également ici sur ces photos prises au microscope à force atomique, puisque vous avez ici le titane nu, ici une adhésion du Pseudomonas aeruginosa. Vous voyez que sur le titane modifié, eh bien, on modifie énormément en fait, la structure du biofilm, puisque les bactéries sont incapables en fait, de développer ce qu'on appelle le spreading, c'est-à-dire la mobilité sur la surface. Hein. Et donc on limite automatiquement fortement le développement du biofilm. Alors ça, en dessous, c'est exactement le même type d'exemple, mais avec un staphylocoque. L'autre approche, j'en ai parlé, c'est de greffer directement donc des inhibiteurs. Ici, c'est un exemple que j'ai pris dans la littérature. C'est encore ici une prothèse en titane sur laquelle a été greffée la vancomycine. Généralement, on va pour greffer cette vancomycine ou ces inhibiteurs utiliser un bras ici hydrophile qui va permettre à la molécule d'avoir une certaine mobilité et donc d'interagir fortement avec les bactéries. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir à droite, vous avez ici le titane nu, non traité, avec un biofilm de staphylocoque doré qui est extrêmement ici bien formé dans des stades ultimes. Ce qui était intéressant, c'est de voir qu'effectivement, quand on va greffer cette vancomycine sur le titane, eh bien, on va fortement inhiber ici la formation du biofilm, le stade doré étant ici fluorescent ici en vert. Enfin, dernier exemple d'étape, on est là, je dirais, plus dans des traitements en amont, c'est des recherches d'inhibiteurs, d'inhibiteurs de la formation du biofilm. Ceci, ce sont des travaux qu'on développe actuellement sur un certain nombre de molécules, comme ici la viastatine, qui est au départ un antibiotique anti-choléra, mais qui est également une molécule qui est pilicide, qui est inhibitrice donc, de l'expression des pili, entre autres d'un certain nombre comme les pili de type 4. Et on a pu mettre en évidence que cette viastatine possédait donc de fortes activités antibiofilms. C'est ce qu'on voit ici dans un système de microfluidique, avec ici le temps, 1 heure, 6 heures, 10 heures et 20 heures. Ici un contrôle sans molécules. Et vous voyez qu'au bout de 20 heures, on a ici dans cette chambre un très beau biofilm d'Acinetobacter baumannii. Quand on va enrichir en fait le liquide ici en viastatine à 100 micromolaires, là, vous voyez qu'au bout de 20 heures, on a fortement diminué la capacité de l'Acinetobacter à former ce biofilm dans cette chambre. Alors on travaille actuellement sur d'autres molécules qui présentent encore des effets nettement plus spectaculaires sur cette capacité, je dirais, anti-adhésive. Même chose pour vous montrer ici cette activité ici de la verstatine qui vous montre effectivement que sans verstatine, on voit très bien ici les pili. Qu'on voit ici, ce sont tous les petits traits que l'on voit ici autour de la bactérie. Avec de la verstatine, effectivement, ces pili ont complètement disparu en fait. Et c'est la sous-expression de ces pili qui font que la bactérie est devenue incapable d'interagir avec la surface. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous présente l'ensemble de